Bonsoir chers élèves. Ce soir, dans notre séance de cours de soutien télévisé, je vais vous présenter 2 TP qui feront partie de l'évaluation des capacités expérimentales, SEE. Ces 2 TP sont le TP de test d'Ousterlony. Comme vous le voyez ici, les matériels sont disponibles. Et le TP sur homininé avec les crânes, où on va identifier à quelle espèce appartient le crâne. Donc voilà, nous allons commencer avec le premier TP, TP d'Ousterlony, test d'Ousterlony. Donc comme vous l'avez déjà auparavant fait en classe, l'objectif de ce TP consiste à déterminer la spécificité d'un anticorps par le test d'Ousterlony. Donc tout d'abord, avant de faire la manipulation, je vais vous présenter en quoi consiste ce TP. Donc on cherchera la spécificité d'un anticorps par le test d'Ousterlony. Donc voilà ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de plusieurs matériels. Parmi ces matériels, vous avez la boîte de pétri. Vous aurez besoin d'une boîte de pétri, d'un gabarit de perçage, d'accord, pour pouvoir faire des trous. Et vous aurez besoin d'un marqueur pour effectivement marquer les différents points. Nous verrons ça tout à l'heure. Et vous avez ici en face de vous les solutions, donc, que vous allez mettre dans les différents trous. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? Tout d'abord, on attend de vous que vous fassiez des puits, ce qu'on appelle des puits, creuser des puits. C'est-à-dire, vous allez devoir faire 6 puits, un puits qui se trouve au centre, d'accord, un puits central, et 5 puits aux périphéries. Donc, ce qui est important dans cette première manipulation, c'est de pouvoir faire les 5 trous de manière à ce qu'ils soient ni trop éloignés, ni trop proches. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient à peu près à la même distance, c'est-à-dire équidistants. Autre chose qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez marquer au dos de la boîte, nous verrons ça tout à l'heure, au dos de la boîte, il faudra marquer les différentes lettres à quoi correspondent les puits. D'accord? Donc ça, il faut le faire avant de faire le dépôt. Voilà. Donc nous allons commencer la manipulation. Donc je vous explique, ça, ce que vous avez ici, c'est une boîte de pétri. Cette boîte de pétri contient un gel d'agar. Et vous avez ici le couvercle pour mettre dessus à la fin de la manipulation. Donc cet agar, en fait, est un gel qui est très fragile. Donc faire attention à ne pas mettre son doigt. Il risque de se dégrader très rapidement. Donc vous allez commencer par mettre votre gel sur le schéma que vous avez collé sur votre paillasse. Ce schéma est en fait une boîte de pétri avec les différents puits qu'il faut effectuer. Donc ça va vous aider à peu près à faire des puits qui sont à peu près à la même distance, qui sont équidistants. Et ça va vous aider à ne pas trop vous éloigner sur la boîte. Il faut creuser des puits qui sont à peu près à la même distance. Et donc, vous allez commencer par déposer là. Donc vous allez prendre votre gabarit, on appelle ça un gabarit de perçage. Donc ce gabarit de perçage, en fait, ça va vous aider à faire des trous, des puits plutôt, donc qui ont la même taille, le même diamètre. Donc on appelle ça un gabarit de perçage. Donc vous allez commencer par marquer les 6 puits. Donc vous allez percer.
Donc un puits périphérique, un puits central et 5 puits périphériques qui sont à peu près à la même distance. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc vous avez ici marqué, donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut maintenant creuser le puits. Creuser le puits, c'est-à-dire enlever le gel qui correspond au trou, à la taille du trou, simplement. Faire attention à ne pas dépasser et à ne pas trembler aussi. Généralement, les élèves commencent à trembler dès qu'il faut creuser. Donc, il ne faut pas trembler, il faut gérer son stress. Donc, c'est un TP que vous avez déjà fait. Donc, commencez par, je vais me lever un peu, à enlever l'intérieur du gel. D'accord? Vous avez à votre disposition un bout de chiffon. Donc, ça va vous aider à enlever. C'est l'étape la plus délicate, donc je vous conseille d'aller tout doucement. Voilà. Donc, une fois que vous avez creusé le premier trou, vous passez au deuxième. Ainsi de suite. Donc, vous continuez comme ça et vous creusez l'ensemble des puits. D'accord. Donc, vous continuez en faisant très attention. Ce sera plus simple ce jour-là parce que vous serez assis, vous ne serez pas comme moi. Donc, ainsi de suite. Donc, vous allez creuser l'ensemble. Donc, une fois que vous avez fini de creuser, donc vous obtenez ici un puits central, donc, et les 5 puits périphériques qui sont à peu près à la même distance, donc équidistants, ni trop proches, ni trop éloignés. Vous avez fait attention à ne pas déborder, à ne pas casser le gel, etc. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, l'étape suivante, c'est d'effectivement mettre les différentes solutions à l'intérieur des puits. Mais avant cela, je vous conseille de marquer au dos de la boîte la lettre qui correspond à chaque solution, à chaque puits, parce qu'effectivement, par la suite, une fois que vous avez mis les solutions, vous ne pouvez plus tourner la boîte. On est bien d'accord? Avant de mettre la solution, on peut tourner, mais après, une fois qu'on a mis, on ne peut pas tourner. Donc, je vous conseille de mettre les différentes lettres, les différentes solutions au dos de la boîte. On est d'accord? Avant même de mettre les solutions. Donc, pour cela, vous avez à votre disposition une fiche, d'accord, sur laquelle on vous a marqué la position des différentes lettres sur les puits. Donc, vous pouvez regarder cette fiche et marquer vos puits. Donc, on commence par marquer le puits qui est au centre. D'accord, le puits central. C'est S, c'est le sérum de lapin, qui contient des anticorps, bien sûr. Et vous avez autour d'autres solutions, notamment le B, qui est le sérum d'albumine de bœuf, donc qui est un antigène. Le C, qui est un albumine de cheval. Le E, qui correspond à de l'eau distillée. D'accord? Le L, qui correspond à du lait. Et enfin, le O. Donc, une fois que vous avez noté, vous avez marqué les différents puits, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il ne vous reste plus qu'à mettre les solutions, les différentes solutions. Donc, vous avez ici un porte-tube, d'accord?
et vous avez les 6 tubes, donc la solution S et les 5 autres tubes correspondent aux solutions que vous allez déposer au niveau de la périphérie. D'accord? Donc, il faut manipuler en étant assis, poser la boîte de pétri et prendre le premier tube qui contient la solution S. D'accord? Donc, vous avez ici un tube et un compte-gouttes. Donc, vous allez pipetter, vous allez prendre quelques gouttes, d'accord, et commencer à déposer au niveau du puits central. Donc, quelques gouttes, c'est-à-dire 1 ou 2 suffisent. Il ne faut pas mettre plus, sinon ça risque de déborder. D'accord? Donc, vous allez remettre l'excédent dans son tube et remettre le compte-gouttes à sa place. Parce qu'il ne faut pas se tromper de compte-gouttes. D'accord? Et surtout, il faut travailler proprement. Donc, vous faites la même chose avec le tube. Maintenant, les 5 tubes qui correspondent aux solutions que vous allez mettre au niveau de la périphérie, des puits périphériques. Donc, vous allez prendre, pareil, quelques gouttes. D'accord? Et le mettre au niveau du puits, le puits B. 1 goutte, 2 gouttes. Et vous déposez. Donc, vous continuez ainsi de suite, de la même manière, pour les autres solutions, en travaillant soigneusement, en évitant de tout mélanger. Donc, chaque tube, chaque compte-gouttes doit rester dans son tube pour ne pas se tromper. D'accord? On continue avec la solution E. Donc, 1 goutte, 2 gouttes. Donc, ça, c'est la solution O. L. Et enfin, le C. Voilà. Donc, attention, ne pas mettre plus que 2 gouttes, sinon il risque de déborder. Et on ne veut surtout pas que ça déborde. Donc, mettre simplement 2 gouttes. Une fois que vous avez fini de mettre l'ensemble, vous allez mettre le couvercle, d'accord, et le déposer en attendant les résultats. Donc, les résultats n'apparaissent pas tout de suite. Ça dure à peu près 30 à 40 minutes. Donc, c'est pour cela qu'il est conseillé de commencer toujours avec la manipulation avant de passer aux questions écrites, d'accord, afin de laisser le temps de réagir les solutions et de voir le résultat à la fin de l'heure. Donc, généralement, les résultats sont visibles 30 à 40 minutes plus tard. Donc, généralement, c'est un peu tardivement que ça apparaît. Donc, je vous conseille de marquer votre nom, d'accord, sur le couvercle et, d'accord, donc, Monsieur X, et le laisser sur votre paillasse. L'examinateur passera pour vérifier le résultat qu'on devrait obtenir. Donc, en attendant que vos résultats apparaissent, d'accord, pour poursuivre à la suite des activités et de répondre aux questions, vous pouvez demander à l'examinateur une fiche qui va vous donner le résultat qu'on devrait obtenir à la fin de la manipulation. Cette fiche est en fait une fiche qu'on appelle fiche résultat
fiche Secours. D'accord? Donc, c'est une fiche qui va vous montrer le résultat de la fin, à la fin, le résultat obtenu à la fin. Et donc, dans ce résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a apparition d'un arc, d'accord, de couleur blanchâtre, avec entre la solution S et l'antigène B. Donc, cela signifie que l'anticorps qui était dans le sérum a reconnu et s'est fixé sur l'antigène B pour former cet arc de précipitation. Donc, on attend de vous, par la suite, que vous dessinez cet arc de précipitation, vous tracez cet arc de précipitation entre S et la solution avec laquelle il a réagi, avec l'antigène. Donc, parmi les critères de réussite, ce sera tracé correct de l'arc, d'accord? Et vous avez par exemple ici, sur l'écran, vous voyez qu'il y a deux cas possibles. Un cas où vous avez formation d'un arc, une boîte de pétri où il y a formation d'un arc entre la solution S et l'antigène B. Donc c'est ça qu'on attend de vous, que vous dessinez que vous tracez sur votre schéma, cet arc, d'accord, entre S et B. Le cas à côté que vous avez, le schéma à côté, ça représente un schéma, une boîte de pétri où la solution S n'a réagi avec aucun des antigènes qui est autour. Donc ici, il y a l'absence d'arc. D'accord? Bien. Une fois que vous avez tracé l'arc, il va falloir expliquer à quoi correspond cet arc. Pourquoi nous avons un arc qui s'est formé entre S et B. Donc l'explication se fera sous forme de schéma, l'explication schématique. Bien, donc vous allez devoir représenter cet arc par des représentations schématiques, c'est-à-dire vous devez montrer qu'il y a la réaction entre l'anticorps, d'accord, qui est ici, avec son antigène, qui est là. Donc vous allez avoir une complémentarité ici en bas, c'est-à-dire que l'antigène qui est en bleu se fixe sur les sites de fixation de l'anticorps, les deux sites de fixation de l'anticorps, pour former ce qu'on appelle ici un complexe humain. Donc ce complexe humain que vous avez là, il y a un très grand nombre de complexes humains qui se forment au niveau d'un arc. Donc c'est pour cela que vous voyez une précipitation. D'accord? Donc c'est un ensemble de complexes qui précipitent pour former cet arc-là. Alors, on parle également de complémentarité entre l'anticorps et l'antigène. Vous voyez ici qu'il y a une complémentarité de forme. D'accord? Ils se fixent et ils sont complémentaires. Donc vous allez faire ce schéma, vous devez faire un schéma pour expliquer la présence de l'arc et également, bien sûr, comme tout schéma, donner un titre et quelques explications, d'accord, en bas du schéma. Donc les critères sur lesquels vous serez jugé sera un schéma soigné, c'est-à-dire il faut que vous fassiez ça au crayon, à papier, que ce soit un schéma qui soit net, d'accord, où on voit bien l'anticorps et l'antigène qui se fixent. Et très important, il faut qu'on voit. Donc un autre critère de réussite sur lequel vous serez noté, c'est au niveau de votre schéma, il faut absolument qu'on voit que le complexe soit formé de minimum un réseau de minimum 2 antigènes. C'est-à-dire, comme ici, vous voyez, donc on a représenté 2 anticorps en noir et leurs antigènes ici, d'accord, qui sont en bleu. Donc vous avez 2 antigènes. Ça matérialise en fait le complexe. Un complexe, c'est une association entre la réaction entre l'antigène et l'anticorps et plusieurs antigènes. D'accord? Donc c'est ça qui explique le précipité. Donc il faudra au maximum possible respecter ce schéma du complexe humain. Maintenant, vous devez également représenter par un schéma un cas où on a absence d'arc. C'est-à-dire l'absence d'arc de précipitation correspond au fait que l'anticorps que vous voyez ici, qui est dans le sérum,
ne réagit pas, ne reconnaît pas plutôt l'antigène, parce qu'effectivement, il n'y a pas de complémentarité. Vous voyez que l'antigène n'est pas complémentaire au site de fixation de l'anticorps, donc il ne peut pas y avoir de complexe humain. Donc l'absence de complexe humain s'explique par l'absence de complémentarité entre l'anticorps et l'antigène. Une fois que vous avez schématisé les représentations, vous avez fait vos représentations schématiques, il faudra passer à la résolution du problème, parce qu'effectivement, il y avait un objectif de départ qui consistait à chercher, à déterminer avec quel antigène l'anticorps contenu dans le sérum de lapin a-t-il réagi. Donc, puisque les anticorps ont reconnu la solution, les anticorps ont reconnu et se sont fixés sur les antigènes contenus dans la solution B, la solution B correspond à la solution BSA, c'est-à-dire l'albumine de sérum de bœuf. Donc on peut dire que il réagit, n'est-ce pas? L'anticorps réagit avec les antigènes de BSA. Donc cela veut dire que le lapin, d'accord, a auparavant été mis en contact avec l'antigène BSA. C'est pour cela qu'il a fabriqué des anticorps anti-BSA. Et c'est pour cela qu'on a vu l'apparition d'un arc de précipitation qui correspond effectivement, vous allez devoir expliquer que l'arc de précipitation correspond au complexe humain entre l'antigène et l'anticorps. Donc on parle également de spécificité d'un anticorps, parce qu'effectivement un anticorps reconnaît un antigène de manière spécifique, il réagit qu'avec un seul type d'antigène. Vous avez vu qu'il ne reconnaît pas les autres antigènes, sauf l'antigène B. Bien, une fois que vous avez fini de représenter vos schémas et de répondre à vos questions, vous pouvez vérifier si sur votre boîte de pétri, effectivement, l'arc de précipitation s'est formé. Donc, nous allons vérifier ensemble. Donc, vous avez ici un arc, effectivement, qui s'est formé à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est un arc qui s'est formé entre la solution S qui contient le sérum et la solution B qui contient l'antigène BSA. Donc, si vous voulez, pour mieux voir, parce que parfois, ce n'est pas évident, vous pouvez prendre un fond noir. D'accord? Sur fond noir, c'est mieux visible. Donc, vous voyez bien ici un arc qui est là, de couleur blanchâtre. Bien, donc nous avons, chers élèves, nous avons fini notre manipulation sur le test d'Uster-Lony. Nous avons répondu aux différents problèmes et différentes manipulations. Donc si je peux vous donner quelques conseils. Donc en commençant par le premier conseil, c'est de commencer par la manipulation, toujours avant de passer à la partie écrite de l'épreuve. Commencez par la manipulation parce qu'elle dure, elle met du temps, l'arc met du temps à apparaître. Donc, puis, au moment où vous faites la manipulation et au moment où vous creusez les puits, faites en sorte que les puits ne soient pas trop éloignés, qu'ils soient ni trop éloignés ni trop proches, à équidistance, d'accord, pour une bonne migration des solutions. Vous faites attention également à ne pas mélanger, surtout, ça c'est très important, à ne pas mélanger les comptes-gouttes, parce que chaque compte-goutte doit correspondre à une solution. D'accord? S'il le faut, marquer sur le compte-goutte la lettre qui correspond à la solution et à la fin de chaque manipulation, le remettre dans son tube pour éviter la confusion. Donc, à part ça, je peux également vous dire de faire attention à la manipulation de manière générale, travailler soigneusement, d'accord, éviter de mélanger les produits, ranger tout à sa place à la fin de l'épreuve, de la séance, d'accord.
Bien, donc nous allons commencer la suite de nos manipulations avec le TP homininé, le deuxième TP de notre séance. Donc ce TP consiste à utiliser un logiciel qui s'appelle homininé. Grâce à ce logiciel, nous allons déterminer à quelle espèce appartient le crâne, un crâne fossile que l'examinateur va mettre à votre disposition. Donc vous avez ici par exemple un des crânes qu'on peut vous mettre à votre disposition. Donc c'est un crâne fossile et on va chercher à quelle espèce il appartient. Donc pour cela, nous allons utiliser plusieurs critères, notamment 2 critères, parce qu'effectivement, pour déterminer à quelle espèce appartient ce crâne, il faut utiliser plusieurs critères, parce qu'un seul critère ne suffit pas. Donc pour plus de précision, pour avoir une très bonne précision, il faut utiliser au moins 2 critères. Les 2 critères qu'on va utiliser au cours de cette manipulation, ce sera l'angle facial et le rapport hauteur sur longueur. Donc pour pouvoir effectuer ces mesures et ces calculs de distance d'angle, il faut tout d'abord placer les différents points dont vous aurez besoin. Ces points vont vous aider à tracer l'angle facial et à tracer également les segments, la hauteur et la longueur. Donc vous avez à votre disposition le crâne. Vous allez choisir le profil gauche de votre crâne, d'accord? Et sur ce profil, bien, donc nous allons placer les différents points dont vous aurez besoin, à savoir le point B qui correspond au point le plus haut du crâne. Vous allez aussi placer, grâce à vos pâtes à modeler, le point P qui correspond au point le plus haut du trou occipital, c'est-à-dire le trou de l'oreille. Vous allez également placer le point Q, donc qui est le point qui se trouve, je vais tourner un peu, à l'arrière du crâne, le point le plus en arrière du crâne. Ensuite, le point N qui correspond au point entre les 2 sutures, c'est-à-dire le front et le nez, ici. Le point O qui correspond au point le plus bas de l'orbite de l'œil. Et enfin, le point M qui est le point situé au-dessus des incisives de la mâchoire. Donc là, vous avez placé vos différents points sur le crâne. Donc ce sont des points qui seront essentiels pour la suite de votre TP, pour déterminer les 2 critères, l'angle facial et le rapport hauteur sur longueur. Donc nous allons maintenant, à partir de là, utiliser le logiciel homininé, qui va vous permettre de mesurer l'angle facial et de calculer le rapport hauteur sur longueur. Donc vous allez trouver ce logiciel sur le bureau de votre ordinateur. Vous ouvrez le logiciel, commencez, d'accord? Puis à partir de là, vous allez ouvrir le crâne qui correspond au crâne qu'on vous a donné, qu'on vous a fourni, grâce au logiciel. Effectivement, c'est le professeur, c'est l'examinateur qui va vous préciser quel crâne il faudra ouvrir. Donc là, on va ouvrir un crâne, donc celui-ci. Vous cliquez sur crâne. Donc par exemple, nous allons ouvrir ce crâne. Ce crâne sera indiqué par l'examinateur, le crâne il faut ouvrir.
Donc vous avez ici le crâne vu de face. Ce que vous allez faire, c'est tourner le crâne de telle sorte que le profil gauche apparaît sur votre écran. Donc pour tourner, c'est ce curseur qui va vous aider. Vous allez déplacer le curseur pour faire tourner la tête jusqu'à obtenir le profil gauche du crâne. Donc vous faites aussi en sorte que vous tournez légèrement le crâne vers vous pour pouvoir voir l'ensemble des points. Donc très légèrement, voilà, comme ça. Donc vous avez le crâne profil gauche tourné légèrement vers vous. Ici, vous voyez sur ce crâne, vous pouvez distinguer les différents points, d'accord, à placer. Et vous avez les différents calculs, c'est-à-dire le calcul de distance et le calcul d'angle qui s'affichent sur votre écran en haut à droite. Vous avez également une fiche technique qui est intégrée au logiciel que vous pouvez utiliser. Donc pour mesurer l'angle facial, donc l'angle facial est l'angle qui s'est formé suite à l'intersection de deux droites, entre deux droites. Il s'agit de la droite qui passe par le point N et M, donc la droite qui se trouve à peu près ici, comme ça. Puis la droite qui passe par le point P et O. Donc comme c'est une droite, vous pouvez prolonger de telle sorte que la droite MN et la droite PO se croisent. À l'intersection, il y aura la formation de l'angle facial. C'est l'angle facial. D'accord? Donc, vous allez sur votre logiciel, vous allez déplacer les marques qui correspondent aux droites. Donc, on va commencer avec la droite MN. Donc, vous prenez pour cela votre souris, vous cliquez sur le point à déplacer et vous déplacez jusqu'au point N. Donc N qui se trouve entre la suture du front et celle du nez. Le deuxième point pour la droite MN, donc il faudra le placer, ce deuxième point, sur le point M qui se trouve au-dessus des mâchoires, entre les deux incisives. Bien, la droite MN étant tracée, de la même façon que la première droite, vous allez tracer la deuxième droite qui est la droite qui passe par le point P et O. Donc vous déplacez ce point-là pour le mettre sur le point P, qui est donc le point le plus haut de l'orbite de l'oreille, l'orbite auditive. Vous déplacez le point suivant de cette droite sur le point O, qui est le point le plus bas de l'orbite de l'œil oculaire. Donc, ces deux droites doivent se croiser pour faire une intersection. Donc, vous pouvez prolonger cette droite, la droite OP, de telle sorte que elle croise la droite MN, mais sans dépasser le point O. D'accord? Donc là, vous prolongez simplement avec votre souris, vous continuez et on s'arrête là. Donc ici, vous êtes toujours sur le point O, mais on a prolongé la droite. On peut prolonger aussi un peu légèrement les droites MN sans dépasser le point N. Voilà. Donc, vous avez ici les deux droites. La droite qui passe par le point P et O, d'accord, qui croise la droite qui passe par le point M et N. Donc, l'angle facial se trouve ici, à l'intersection entre ces deux-là, ces deux droites. Donc, pour mesurer l'angle facial, vous allez prendre maintenant cette marque pour mesurer l'angle facial. Vous prenez le point qui se trouve au centre, au milieu, qui est donc le point qui correspondra à l'intersection de deux droites. Donc, vous déplacez ce point
ce point qui se trouve au milieu, parmi les 3 points, vous le déplacez jusqu'à l'intersection entre les 2 droites, la droite MN et la droite OP, leur intersection. Ensuite, vous allez déplacer les 2 autres points et faire confondre la droite mesure d'angle qui est en rouge avec la droite que vous avez tracée, la droite MN. Donc, une fois que c'est confondu, vous pouvez relâcher, faire la même chose, de même, faire confondre la droite rouge avec la droite OP qui est en orange. Donc, ne pas dépasser, il faut bien la faire confondre. Les 2 doivent être confondus. Donc ici, il ne reste plus qu'à cliquer sur Valider, sur V, pour valider et obtenir la mesure de l'angle. Donc on va cliquer sur V, valider, voilà, l'angle s'affiche. 74,956 degrés. Donc vous avez ici mesuré l'angle facial. Vous notez sur une feuille, sur votre feuille, la mesure de l'angle facial, 74,9. Puis, maintenant qu'on a mesuré l'angle facial, on va passer maintenant au calcul du rapport hauteur sur longueur, qui est le 2e critère. Donc, le rapport hauteur divisé par longueur. Il s'agit, donc comme on a expliqué, je vous explique de la même manière sur le crâne. Donc, le rapport hauteur sur longueur, c'est la hauteur du crâne. Donc, la hauteur du crâne qui est la droite qui passe par le segment plutôt, c'est un segment, on est d'accord? Un segment qui passe par B et par P. Donc le segment BP correspond à la hauteur du crâne. Le segment BP correspond à la hauteur du crâne. Maintenant, la longueur du crâne, c'est le segment N et Q, le point qui se trouve à l'arrière du crâne. NQ, la longueur du crâne, BP, la hauteur du crâne. Donc nous allons mesurer ces 2 segments, puis faire le rapport des 2 segments pour trouver la valeur qui correspond à ce rapport. Il s'agit de notre 2e critère. Donc nous allons maintenant, sur le logiciel, cliquer sur calcul distance. D'accord? Donc ici, vous avez un segment à placer sur le crâne et ici, vous avez un segment à placer sur l'échelle. Donc, avant de placer le segment sur le crâne, j'ai bien dit avant de placer le segment sur le crâne, il faut d'abord placer ce segment sur l'échelle, c'est-à-dire il faut choisir une échelle, d'accord, avant de chercher la distance. Donc, vous allez déplacer ce segment qui correspond à l'échelle, déplacer le premier point et choisir un segment qui correspond à un carreau blanc, d'accord. Donc, vous êtes en train de lui dire, enfin, d'expliquer que votre échelle correspond à ce carreau blanc, d'accord. Donc, la marque est placée sur un carreau blanc. Vous pouvez placer sur 2 carreaux si vous voulez. Donc, vous le placez sur un carreau. Et par la suite, une fois que vous avez choisi l'échelle, vous allez maintenant mesurer les segments. Le segment BP, qui correspond à la hauteur du crâne, et le segment NQ. Donc, commençons par BP, la hauteur du crâne. Donc, vous allez placer un point sur le point ici, sur le point B, et le deuxième point, le second point, sur la position qui correspond au point P, qui est le trou auditif, le point le plus haut du trou auditif. Donc là, nous avons le segment BP. Vous cliquez sur Valider pour obtenir la mesure. Donc ce segment, on vous dit, mesure 9,43 cm. D'accord? Donc vous avez la distance de votre premier segment, le segment BP, qui est égal à 9,43 environ. Maintenant, passons au segment NQ. Donc vous allez
déplacer la marque, placer le premier point sur le point N, le second point sur le point Q. Et cliquez encore une fois sur Valider. 14,8 cm. Donc vous avez le segment NQ qui mesure 14,8 et le segment BP qui mesurait 9,5. Donc une fois que vous avez mesuré les distances, vous allez prendre une calculatrice et vous allez calculer le rapport, la hauteur divisée par la longueur. Donc pour notre cas ici, on avait une hauteur de 8,10 cm. Donc vous allez, et une longueur de 13,5 cm ou 14. Donc vous allez faire le rapport du segment BP sur le NQ, c'est qui va vous donner une valeur d'environ 0,66 et un angle facial de 74,47 degrés. À partir de ces deux critères, vous pouvez retourner chercher dans le tableau qu'on va vous fournir. Vous allez trouver pour différentes espèces, un tableau qui compare différentes espèces, allant de l'australopithèque aux chimpanzés, gorilles et en passant par les espèces du genre Homo. Ce tableau, il vous montre les différents angles faciaux qu'on peut avoir et de rapports qu'on peut avoir pour chaque espèce. Donc, à partir des résultats que vous avez trouvés, vous allez regarder et comparer avec ce tableau et trouver quelle espèce, donc on a qui regroupe le plus les deux critères. Quelle est l'espèce qui regroupe les deux critères qu'on a calculés, qu'on a mesurés. D'accord? Donc ici, avec nos deux critères, donc une fois que vous avez calculé votre rapport, on obtient un rapport de 0,66 et l'angle facial qui a été déterminé grâce au logiciel qui est de 74,47 degrés. Vous allez consulter le tableau qu'on vous a fourni pour voir quelle espèce répond à ces deux critères. Donc, dans notre cas, dans le cas de CTP, le crâne qui nous a été fourni, le crâne qu'on a ici, le crâne fossile, correspond donc à un crâne appartenant à l'espèce Homo néandertal. D'accord? Donc là, vous avez répondu à votre problématique de départ. Si je peux vous donner quelques conseils, le premier conseil serait de faire attention à la manière dont vous positionnez votre crâne, surtout dans le logiciel. Donc faire tourner votre crâne de telle sorte qu'il soit présenté au niveau du profil gauche et qu'il soit légèrement tourné vers vous pour pouvoir voir les différents points précisément. Une autre chose, c'est au moment où vous mesurez les distances et les angles et l'angle facial, faire attention à bien positionner les points, d'accord, le point N, O, P, etc. Parce que si vous positionnez mal votre point, le calcul de la distance la longueur sera fausse, le calcul sera faux et l'espèce que vous allez trouver à la fin ne correspondra pas à l'espèce qu'on attendait de vous. Donc, faites attention lorsque vous manipulez le logiciel, placez bien les points. Et une dernière chose, c'est là, par exemple, pour notre TP, nous avons pris un crâne qui correspond à l'Homo néandertal. Mais sachez que le jour de l'examen de la capacité expérimentale, vous pouvez avoir un autre crâne. On peut vous fournir un autre crâne, donc faire attention. L'essentiel, c'est de comprendre la manipulation, comment on manipule les logiciels, comment on manipule le crâne, etc., les étapes de la manipulation. Mais il ne faut pas transvaser ça sur ce qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire vous pouvez avoir un autre crâne qui soit différent de celui-ci. Donc faire attention et faites des mesures exactes à partir de là. Donc voilà, ainsi prend fin notre séance de révision des TP, des capacités expérimentales. Je vous souhaite de réussir vos examens et bonne manipulation.
Localisation à Côte d'Ivoire.